18 mai 1291, les hommes du sultan d'Égypte lancent un terrible assaut sur les murs de Saint-Jean d'Acre. Flèches et feux grégeois pleuvent sur les catholiques. Luttant à 1 contre 10, les défenseurs sont submergés. Leurs chefs tombent les uns après les autres alors que l'ennemi passe les murailles. Jean de Villiers, grand maître de l'ordre des Hospitaliers, est grièvement blessé et extirpé du combat. Il prend la fuite avec une poignée de chevaliers et embarque sur un navire pour Chypre. À l'horizon, Acre brûle alors que les Mamelouks massacrent indifféremment hommes, femmes et enfants. Les croisés sont écrasés dans le sang. Le sultan vient de reconquérir la dernière poche de résistance en Terre Sainte. Les autres ports tomberont sans mal peu de temps plus tard. C'est la fin, ou presque, des États latins d'Orient. Attendez, on est allé un peu vite, là non? Et si on reprenait tout depuis le début? Mais juste avant, laissez-moi vous parler rapidement de MyHeritage, le sponsor de cette vidéo. MyHeritage, c'est le meilleur site pour retracer votre histoire familiale et bâtir un immense arbre généalogique en seulement quelques heures. Grâce à une interface simple et intuitive, vous pouvez facilement naviguer dans leur base de données qui rassemble plus de 19 milliards de documents d'archives. Une véritable mine d'or pour quiconque souhaite se replonger dans son passé. Je peux vous donner un exemple très concret avec mon propre arbre. Le site a ici trouvé une correspondance dans les fichiers français des conscrits de la Seine. Un certain Charles Walter, né le 21 septembre 1895 en Alsace allemande, engagé dans la Légion étrangère en 1914, est mort à seulement 20 ans le 21 février 1916, le premier jour de la bataille de Verdun. Mais en dehors de cet exemple très précis, vous avez évidemment accès à tous les documents plus généraux, les actes de naissance et de décès, et même au registre de l'Église catholique, pour retrouver vos ancêtres les moins récents, qu'ils soient français ou étrangers. Comme ça, j'ai pu reconstituer en quelques soirées seulement, et sans effort, un arbre généalogique vraiment énorme qui regroupe plus de 300 personnes et qui remonte jusqu'au XVIIe siècle. Et avec ça, j'ai aussi pu coloriser et réparer des anciennes photos familiales. Si vous voulez faire comme moi et essayer MyHeritage, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre le site avec 14 jours d'essai gratuits grâce à mon lien en description. Et quant à nous, il est temps d'en revenir à nos croisés. 27 novembre 1095. Le pape Urbain II en appelle à l'union du monde chrétien pour libérer l'Orient des Turcs seldjoukides qui persécutent les fidèles et rendent compliqué le pèlerinage vers Jérusalem. Mais celui-ci est surtout une réponse aux appels à l'aide de l'Empire byzantin, qui a de plus en plus de mal à contenir ses voisins turbulents et qui aimerait bien récupérer certains territoires perdus récemment. De grands seigneurs répondent présents. Ils prennent la route dès l'année suivante à la tête de grandes armées. Mais celles-ci viennent de régions différentes. Occitans, Bretons, Lorrains, Allemands et Normands peinent souvent à s'entendre, tous dirigés par des chefs charismatiques et ambitieux. Ce sera la source de bien des problèmes. Tout le monde se rejoint à Constantinople, où on reçoit le soutien de l'empereur Alexis Comnène, qui, non content de pouvoir prendre la tête de la croisade, réussit au moins à obtenir la promesse que les territoires conquis qui étaient anciennement byzantins lui soient restitués. Cette promesse ne sera pas respectée. Source, encore une fois, de graves problèmes par la suite. Les croisés mettent le siège devant Nicée dès 1097, puis, après la prise de la ville, traversent l'Anatolie, dont les cités sont remises aux Byzantins et aux Arméniens. C'est à partir de ce moment que les événements prennent une autre tournure. Les chefs sont maintenant loin de Constantinople, et ils ne font de toute façon pas très confiance aux Grecs, qu'ils méprisent, et inversement. Après la prise de Marache, l'armée se sépare en deux. La plus grosse partie prend la route d'Antioche, la capitale régionale, tandis qu'un petit détachement mené par un certain Baudouin de Boulogne bifurque vers l'est pour apporter son soutien à la cité d'Édesse, tenue par un Arménien plus ou moins aux ordres de Byzance. Baudouin s'illustre d'abord en s'emparant de plusieurs petites cités locales, puis manœuvre pour se faire désigner comme héritier par le Doux d'Édesse, qui n'a pas d'enfant, en échange de son aide pour défendre la cité de l'armée turque. Bizarrement, l'Arménien est poussé dehors et assassiné quelques temps plus tard. Baudouin devient alors le souverain du premier état latin d'Orient, le comté d'Édesse. Mais pas le temps de tergiverser. Les Seldjoukides ont levé une grande armée pour défendre Antioche, devant laquelle les croisés viennent de mettre le siège. Et ce siège, il est loin d'être simple. C'est d'ailleurs à ce moment que les Byzantins quittent la croisade, pensant sûrement que la prise d'Antioche est une cause perdue. Mais non, après 7 longs mois, les croisés parviennent à entrer dans la cité 2 jours seulement avant l'arrivée de l'armée turque, qui a, quant à elle, perdu dans le vent 3 semaines devant les murs d'Édesse. Les assiégeants deviennent des assiégés. Les croisés meurent de faim entre les murs d'Antioche. Le 21e jour du siège,
Ils tentent une sortie désespérée et écrasent miraculeusement leurs ennemis. La croisade peut reprendre sa route. Toute la croisade? Non. Après d'âpres discussions entre chefs, c'est Bohémond de Tarente qui récupère le contrôle de la ville. Il y fonde le deuxième état latin d'Orient, la principauté d'Antioche. Les croisés ne rencontrent pas de résistance sur leur route vers Jérusalem. La ville sainte est en fait retombée entre les mains des Fatimides, des musulmans chiites, ennemis des Seldjoukides. Les cités sur le chemin préfèrent alors verser des tribus aux chrétiens pour éviter les problèmes. Le siège est posé devant Jérusalem en juin 1099. La ville tombe seulement un mois plus tard. S'ensuit un horrible massacre de sa population musulmane. La ville revient à Godefroy de Bouillon, qui, en se faisant nommer avoué du Saint-Sépulcre, fonde le troisième état latin d'Orient, le royaume de Jérusalem. Enfin, 3 ans plus tard, quelques croisés sous les ordres de Raymond de Saint-Gilles s'emparent du port de Tortosa, première pierre du 4e et dernier état latin, le comté de Tripoli. Pendant les décennies qui suivent, les Francs étendent leurs frontières en profitant des quelques croisades de secours qui atteignent leur but, sans oublier leur meilleur allié, la désunion qui règne dans le monde musulman. Mais de ce côté, les chrétiens ne s'en sortent pas beaucoup mieux. Déjà, ils se sont aliénés par leur comportement le soutien de Byzance. L'empereur devient, sinon un adversaire, indifférent au sort des États latins, alors qu'il aurait pu être leur meilleur soutien. Les Francs souffrent aussi de la rivalité entre les différents chefs, qui rend toujours plus compliqué l'union entre eux, et les États souffrent à plusieurs reprises de crises de succession. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, tout ça marche plutôt bien, tellement bien que les Latins se rendent bientôt maîtres d'une bonne partie de la région. Le comté d'Édesse a été le tout premier État latin à naître. Il est aussi le premier à s'éteindre. Et c'est pas vraiment étonnant. À l'est, sans accès à la mer, c'est celui qui est le plus exposé aux tentatives de reconquête musulmane, tout en ayant peu de moyens pour se défendre. Et puis, il est au bord du gouffre tout au long de son histoire. Les premiers déboires arrivent très vite. Le second comte d'Édesse, Baudouin II, est capturé dès 1104, alors qu'il tente de s'emparer de la forteresse d'Aran, l'une des plus importantes de la région. Édesse se retrouve sans défense, et c'est Antioche qui s'assure de sa survie. Quand Baudouin II est enfin libéré, il entre vite en conflit avec les princes d'Antioche, qui n'ont rien fait pour le sauver, sûrement trop heureux de pouvoir mettre facilement la main sur le comté voisin. Édesse s'allie avec Atabek de Mossoul, tandis qu'Antioche s'allie avec le sultan d'Alep, et ils s'affrontent près de Turbessel sans qu'il n'y ait de grands vainqueurs. Quand je vous parlais de désunion et de lutte entre chefs avant, on en est à ce point-là même pas 10 ans après la fin de la croisade. Bon, pas de chance pour Édesse. Quand l'Atabek de Mossoul est mis dehors par le sultan Seldjoukide, il est remplacé par quelqu'un d'un peu moins conciliant envers les croisés. Celui-ci s'en prend très vite à Édesse. Il pose le siège devant la ville dès 1110, est repoussé, puis revient en 1111, doit de nouveau reculer, et fait son retour en 1112, où il échoue à nouveau. Bref, le comté est constamment sous pression, c'est clairement pas une position de rêve. Avec tous ces sièges, les armées qu'il faut lever pour les repousser, et des pillages des campagnes par les musulmans, les finances d'Édesse s'épuisent vite. Si bien que Baudouin II finit par céder en 1113. Les Turcs prennent Turbessel. Mais celui-ci ne reste pas longtemps à la tête du comté. Dès 1118, il devient roi de Jérusalem. C'est alors Jocelyn de Courtenay qui récupère sa couronne. Son règne se passe pas trop mal. Il arrive à étendre sa principauté, mais ne parvient jamais à s'emparer de la grande cité d'Alep, notamment parce que le roi de Jérusalem l'avait aussi. Encore un exemple de rivalité entre latins. Mais les problèmes éclatent vraiment sous son héritier, Jocelyn II. C'est l'exemple parfait du souverain qui allie la malchance à l'incompétence. Déjà, il s'illustre par son talent pour se brouiller avec ceux qui pourraient être ses meilleurs alliés. Rapidement après son arrivée au pouvoir, il complote contre le roi de Jérusalem, complot qui échoue. Il s'embrouille aussi bien vite avec le prince d'Antioche, et soutient ses ennemis alors même que la menace musulmane se précise autour de la personne de Zengi le Sanguinaire, l'Atabek de Mossoul et d'Alep. En 1138, Jocelyn II et Raymond de Poitiers, le prince d'Antioche, accompagnent l'empereur byzantin dans une campagne militaire qui vise justement la prise d'Alep. Ça semblait être une bonne idée, sauf que les latins font exprès de faire patiner l'opération. Pourquoi ? Parce que la prise d'Alep se solderait par la perte d'Antioche, qui devrait être restituée aux Grecs en échange. Bref, non seulement la campagne échoue devant les murs de Chézar, mais en plus, Édesse s'isole encore plus en se brouillant avec Byzance. Jocelyn s'est fait rival de Jérusalem, rival d'Antioche, et maintenant rival du seul empire chrétien de la région. C'est évidemment une catastrophe dont Zengi n'hésite pas à profiter. À la fin de 1144, il pose le siège devant Édesse, qui tombe après un mois à peine.
Jocelyn profite de la mort de Atabeg et d'une révolte pour reprendre la ville 2 ans plus tard, mais il en est rapidement à nouveau chassé par le fils de Zengi, Nur ad-Din. C'est à ce moment qu'arrive la seconde croisade, qui ignore totalement Édesse et va s'écraser contre les murs de Damas. Le comté se fait alors grignoter petit à petit par les seigneurs musulmans des alentours. Jocelyn lui-même finit par se faire capturer en haut 150 et laisse les restes de son état entre les mains de sa femme. Sans armée et sans argent, elle passe un accord avec le roi de Jérusalem et vend ses forteresses à Byzance. Celles-ci sont prises dès l'année suivante par Nur ad-Din, tandis que Jocelyn II, sans intérêt maintenant, meurt en prison. C'est la fin du tout premier état latin d'Orient. Le sort d'Antioche est intimement lié à celui d'Édesse. Les deux états sont les marches de l'Orient chrétien. Ils sont en première ligne des reconquêtes musulmanes. Mais je vous propose de revenir un peu en arrière pour bien tout comprendre. 1112. C'est à ce moment que Bohémond II, qui est encore enfant, hérite de la principauté. Ses prédécesseurs en ont fait un état complètement indépendant de Byzance. Comme le nouveau prince ne peut pas encore régner, il a un régent, Roger de Salerne. Mais celui-ci meurt lors d'une campagne militaire contre Alep, à la bien nommée bataille du Champ du Sang, en 1119. Défaite qui aurait pu être évitée en attendant les renforts de Jérusalem. Bref, le régent mort et son armée décimée, il ne reste plus personne pour défendre Antioche. Sauf le roi de Jérusalem, qui arrive tout juste sur place avec son armée de renforts. C'est alors lui qui devient régent de la principauté jusqu'à la majorité de Bohémond II. Ce dernier épouse d'ailleurs la fille du roi pour marquer le coup. Sauf que le prince meurt lui aussi en campagne quelques années plus tard. Encore une fois, et après des querelles de succession, la régence d'Antioche revient au roi de Jérusalem. Mais la principauté est indépendante, on ne veut pas du roi comme souverain. Alors, on trouve une solution en mariant l'héritière de 10 ans avec un certain Raymond de Poitiers, de 25 ans son aîné. C'est évidemment un mariage politique. Il devient prince d'Antioche et peut gouverner la principauté au moins jusqu'à la majorité de l'héritière. C'est lui qui se brouille fort avec Jocelyn d'Édesse, et c'est lui qui a de gros problèmes avec Byzance qui revendique Antioche. Raymond doit prêter hommage à l'empereur et il voit ses campagnes ravagées par l'armée grecque. Bref, les relations entre la principauté et l'empire sont de toute façon très tendues depuis le départ. La seconde croisade ne change rien, parce que Raymond et Louis VII, qui dirigent celle-ci, ne s'entendent pas. Et le prince s'en va finalement mourir en 1149, alors qu'il essaye de défendre la forteresse d'Inab, assiégée par Zengi le Sanguinaire. Comme d'habitude, ses enfants sont mineurs, donc c'est le roi de Jérusalem qui redevient régent d'Antioche, jusqu'à ce que la veuve de Raymond se marie pour la seconde fois, cette fois avec un certain Renaud de Châtillon. Pas beaucoup plus fin, il s'attaque aux Arméniens en Cilicie à la demande de Byzance, mais n'obtient pas de grande réussite, et débarque à Chypre, île byzantine, où il pille tout, massacre les populations, brûle les champs et martyrise les prêtres orthodoxes. Son comportement horrifie autant les Grecs que ses alliés latins. Sauf que l'empereur débarque quelques temps plus tard en Orient, et après avoir reconquis la Cilicie, il s'apprête à s'emparer d'Antioche. Renaud de Châtillon doit supplier son pardon et se prosterner pieds nus devant lui pour éviter de perdre sa cité. La vassalité d'Antioche envers Constantinople est, une fois de plus, reconnue. Quoi qu'il en soit, le prince se fait capturer par Nur ad-Din dès 1160. Il reste en prison pendant 16 ans. Bref, Antioche se retrouve à nouveau sans prince, on y installe une régence, Byzance s'en mêle, c'est un cycle sans fin, vous avez compris. Lorsque Bohémond III devient majeur, il épouse bien vite la nièce de l'empereur byzantin, histoire d'éviter d'emblée les soucis. Mais le prince est vite pris dans les diverses intrigues en lien avec Jérusalem, dont on parlera plus tard, alors même que la menace musulmane devient très sérieuse autour de la personne de Salah ad-Din, Saladin. Antioche s'en sort étonnamment bien. Bohémond III résiste aux offensives musulmanes et il profite du soutien des Normands de Sicile et de la troisième croisade. Le prince parvient même à faire du comté de Tripoli son vassal. En fait, les problèmes surviennent lorsque Bohémond meurt en 1201. La principauté tombe dans une terrible guerre de succession qui dure 20 ans entre son fils Bohémond IV, qui est aussi comte de Tripoli, et son petit-fils Raymond Roupan, qui est l'héritier logique, mais trop jeune pour régner. Évidemment, tout le Proche-Orient se mêle de l'affaire. Arméniens, Grecs, Syriaques, Latins, tout le monde a son favori. C'est Bohémond IV qui sort vainqueur de tout ça. Il est le dernier prince à réellement étendre la principauté. Ses héritiers cherchent avant tout à survivre en jouant avec leurs alliances. Ils ne participent à aucune croisade et font tout pour ne pas s'attirer les foudres de Constantinople. Mieux, on parvient même à, enfin, après des décennies et des décennies de conflits, à obtenir une paix durable avec le royaume arménien de Cilicie.
Elle s'illustre par un mariage entre Bohémond VI et la fille du roi arménien, en 1254. C'est une alliance très précieuse. Non seulement les deux États sont voisins, mais ils ont aussi les mêmes ennemis, et la Cilicie est un royaume puissant, en tout cas plus qu'Antioche. Ainsi, quand les Mongols commencent à faire du zèle dans la région, bon, ça plaît bien aux chrétiens. Les mecs ont l'air solides, et ils tapent en boucle sur les musulmans. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, la Cilicie et Antioche s'en font des alliés. Enfin, ils deviennent plus exactement les vassaux des nomades. Sauf que, pas de chance, les Mongols subissent un gros revers contre les Mamelouks à Ain Jalut en 1260. Ça met d'un coup un terme à leur expansion à l'ouest. Avec cette victoire, le sultan a le champ libre pour châtier les alliés des Mongols. La Cilicie est la première à en faire les frais. Plusieurs de ses villes sont ravagées et elle doit verser un tribut aux Mamelouks. Puis, c'est au tour d'Antioche. La cité, mal défendue, tombe rapidement. Sa population est massacrée. Bohémond VI et sa cour ont quant à eux fui à Tripoli avant l'arrivée des troupes musulmanes. C'est l'un des derniers bastions francs de la région. On s'est arrêté sur la fuite des princes d'Antioche à Tripoli. Mais les relations entre les deux États latins sont pas incroyables au départ. Notamment parce que les chefs de la première croisade qui les ont fondés ne pouvaient pas se voir en pâture. Mais ça s'améliore rapidement quand une nouvelle génération de souverains arrive à leur tête. Si bien que Ponce de Tripoli épouse la veuve de Tancrède, le régent d'Antioche, en 1112. Le comté a l'avantage d'être en plein milieu des territoires francs. Il peut compter autant sur le soutien de Jérusalem au sud que sur celui d'Édesse et d'Antioche au nord. Ainsi, c'est pendant le règne de Ponce que l'État s'étend bien. Il mène aussi plein de raids dans les territoires musulmans avec les rois de Jérusalem et les comtes d'Édesse. Mais il ne peut pas le faire impunément. Il prend un retour de bâton quand l'armée de Damas le capture, lui et nombre de ses chevaliers, près de Tripoli, en 1137. Ils sont tous exécutés. Le comté perd là la plupart de ses seigneurs, alors que sa campagne est ravagée. Son successeur doit tenir le territoire malgré tout ça. Il essaye de mener quelques campagnes, mais n'aboutissent à rien. Les frontières stagnent et il finit assassiné en 1152. C'est alors Raymond III qui en hérite. Les débuts sont aussi compliqués pour lui, et il finit capturé 20 ans plus tard. Vous noterez que ça arrive très souvent au chef latin. Il profite malgré tout de son règne pour se rapprocher du roi de Jérusalem, ce qui lui permet de se faire nommer prince de Galilée et de Tibériade par celui-ci, puis régent du royaume pendant la minorité de Baudin IV le lépreux. Face à la montée en puissance de Saladin, il préconise la prudence et conseille même des alliances avec les princes musulmans, comme l'Atabek d'Alep. Désavoué, il meurt à Tripoli en 1187 après avoir survécu à la bataille d'Atine, dont on parlera juste après. Sans héritier, il confie son duché au prince d'Antioche, mais ceux-ci finissent, comme on l'a vu, par perdre leur capitale et se retrancher à Tripoli. La cité est faible, son influence repose essentiellement sur son rôle commercial, via lequel elle dépend des cités italiennes. Alors, quand les Mamelouks mettent le siège devant la ville en 1289, le comté reçoit peu d'aide. Les Mongols, desquels le comté est symboliquement vassal comme les autres États latins, n'interviennent pas, et l'Europe envoie peu d'aide, si ce n'est quelques troupes génoises, vénitiennes et pisanes. Après 2 mois de siège, les murs tombent et la ville est prise. Les Mamelouks en massacrent la population. Lucie, la dernière comtesse, prend la fuite pour Chypre. C'en est terminé du comté de Tripoli. Jérusalem est vite devenue la tenancière des États latins d'Orient. Mais au départ, le royaume est probablement le plus faible d'entre eux. Il se concentre autour de quelques cités. Jérusalem, bien sûr, Tibériade et Jaffa. En plus, entre les croisés qui repartent pour l'Europe après la prise de la ville sainte et ceux qui sont restés à Antioche et Édesse, il reste pas grand monde au final pour défendre et étendre le royaume. C'est, avec son deuxième souverain, probablement le premier à prendre le titre de roi, que Jérusalem commence à se démarquer. Ce souverain, c'est Baudin Ier, celui qui avait fondé le comté d'Édesse, et qui abandonne celui-ci pour devenir roi de Jérusalem à la mort de son frère. Malgré un faible nombre de chevaliers, il arrive à étendre un peu son royaume vers le nord. Il profite aussi des premières croisades de secours. Ainsi, il peut par exemple prendre la cité de Sidon, avec l'aide du roi de Norvège. Maintenant que le royaume a des terres, il lui faut de l'argent et des soutiens. Baudouin répudie sa première femme, pour épouser Adélaïde de Sicile, la mère du futur roi de Sicile. Avec elle arrive une fortune et l'alliance des Normands. Le mariage déplaît au pape, probablement parce qu'il voit les Francs d'Orient s'émanciper de son autorité. Accusé de bigamie, Baudouin doit répudier sa seconde épouse. Mais il en profite, bien sûr, pour dépenser sa fortune avant, histoire d'eux. Succède à Baudouin Ier son cousin,
Baudouin II, qui se fait rapidement capturer par les musulmans avant de tenter de s'emparer d'Alep et de Damas, sans succès. Son héritier, Foulques d'Anjou, doit faire face à plusieurs incursions turques qu'il parvient toujours à repousser. Il profite de son règne pour fortifier ses frontières en construisant plusieurs forteresses. C'est après sa mort que les problèmes commencent vraiment. Il laisse derrière lui 2 fils mineurs, Baudouin et Amaury. C'est alors leur mère qui s'empare de la régence. Pendant ce temps, Édesse tombe au nord et Antioche frôle le même sort, tandis qu'un puissant pouvoir musulman se forme autour de Nour ad-Din, qui parvient à unifier la Syrie. C'est à ce moment que Jérusalem sombre dans la guerre civile, alors que Baudouin III devient majeur. Sa mère ne veut pas lâcher le pouvoir. Malgré tout, le jeune roi parvient à repousser plusieurs attaques musulmanes et à entreprendre quelques conquêtes qui ne servent pas à grand chose. Il prend notamment Chaïsar, qui est perdu peu de temps plus tard à cause des dissensions entre croisés. Au nord, Antioche affronte Byzance, alors que Baudouin cherche justement l'alliance avec l'Empire. C'était déjà pas simple pour lui, mais les choses se corsent encore pour son successeur. Son frère, Amaury Ier, prend le trône en 1162. Il doit faire face, peu de temps plus tard, à la conquête de l'Égypte par Nour ad-Din, qui envoie son neveu, Salah ad-Din, à la tête d'une armée. Jérusalem s'allie avec le califat fatimide pour éviter ça. Se retrouver encerclé de toutes parts par une grande puissance musulmane unifiée serait la pire chose possible. Mais pas de chance, la coalition franco-égyptienne est battue par les Syriens en 1167. La situation est catastrophique, et personne en Europe ne peut se lancer dans une nouvelle croisade. Les Francs d'Orient sont seuls face à la plus grande menace qu'ils n'ont jamais connue. Amaury Ier arrive quand même à tisser une alliance avec les Normands de Sicile, qui envoie une flotte à la conquête d'Alexandrie. Mais le roi meurt avant son arrivée, et l'opération, sans soutien de la part des Latins d'Orient, échoue lamentablement. Mais cette année, 1174, marque aussi théâtralement l'arrivée au pouvoir de 2 grands rivaux. Baudouin IV le lépreux à Jérusalem, et Saladin en Égypte et en Syrie. Dès son accession au pouvoir, le jeune roi se décide à briser la paix. Il veut s'emparer de l'Égypte. Saladin, mis au courant de ses plans, prend l'initiative. En novembre 1177, il traverse la frontière avec une grande armée de près de 25 000 hommes. Les Francs ont peu de temps pour réagir. Jérusalem parvient à lever 5 000 hommes tout au plus, dont à peine quelques centaines de chevaliers. Malgré tout, ils parviennent à massacrer les Égyptiens à Montgisard le 25 novembre. Saladin doit fuir. La victoire a un grand retentissement en Occident, mais ne change pas grand-chose aux forces en présence en Orient. Les Francs enchaînent d'ailleurs les défaites pendant les 2 années qui suivent. Baudouin IV voit que la situation est tendue. Il négocie tant bien que mal une trêve avec Saladin. Celle-ci est bafouée dès 1181 par l'un de ses vassaux, Renaud de Châtillon, qui pille une caravane qui se rendait à la Mecque. Les Francs parviennent à protéger la côte syro-palestinienne, mais l'état de santé de Baudouin IV s'aggrave. Il devient presque aveugle et doit, dès lors, s'appuyer sur un régent et co-régner avec son neveu encore mineur. Le rôle de régent revient à Guy de Lusignan, l'époux de sa sœur. Mais les 2 hommes ne sont pas d'accord sur la marche à suivre, si bien que le roi finit par le remplacer par un autre de ses proches, le comte de Tripoli, Raymond III, qui sera aussi le régent de Baudouin V. Guy de Lusignan refuse cette offense et entre en révolte contre le roi, qui n'a de toute façon plus longtemps à vivre. Il meurt en 1185, et son neveu, Baudouin V, le suit dans la tombe l'année suivante. Le royaume est frappé de plein fouet par une crise de succession. Il y a 2 prétendants sérieux au trône. Guy de Lusignan, époux de la sœur de Baudouin IV, et donc plus proche parent des 2 rois précédents, mais écarté de la succession par l'ex-roi, et Raymond III de Tripoli, en sa qualité de régent choisi par Baudouin IV, mais sans aucun lien héréditaire avec la royauté. Après quelques manigances, c'est bien Guy de Lusignan qui s'empare du trône. Raymond III l'accepte pour ne pas affaiblir le royaume déjà bien trop menacé. Le nouveau roi ne perd pas de temps. Partisan de la guerre, il convoque son host et marche sur Tibériade à l'été 1187. Son armée rencontre celle de Saladin aux Cornes d'Atine, après une marche éreintante en Galilée. Les Francs se font massacrer et Guy de Lusignan est capturé. Jérusalem, sans défense, tombe après seulement 12 jours de siège. La capitale perdue, les autres cités la suivent bientôt, si bien que le royaume disparaît, à l'exception de la ville de Tyr, dernier bastion latin en Palestine. Mais la chute de la ville sainte émeut l'Occident. Elle déclenche l'arrivée d'une nouvelle croisade menée par les plus grands souverains européens.
Ceux-ci parviennent à reconquérir une partie des cités côtières perdues. Richard Cœur des Lions réussit aussi à obtenir la mise en place d'une paix durable entre les Francs et Saladin, et vend l'île de Chypre à Guy de Lusignan, chassé du trône de Jérusalem par ses propres barons. Chypre et Jérusalem sont, plus tard, regroupés en un seul royaume par Amaury II. Celui-ci mène plusieurs reconquêtes sur la côte. Le royaume survit, mais sa situation est de plus en plus précaire. Son héritier, Jean de Brienne, un personnage exceptionnel qui finira d'ailleurs sa vie empereur à Constantinople, profite d'une 5e croisade pour conquérir Damiette, en Égypte. Les forces croisées sont très impressionnantes, mais finissent malgré tout par échouer. La croisade s'achève sur une défaite et une nouvelle trêve avec les Égyptiens. Alors, le roi prend la route de l'Europe afin d'y trouver des soutiens. Là, il marie sa fille avec l'empereur du Saint-Empire Frédéric Ier, qui écarte Jean du pouvoir et organise une nouvelle croisade, la 6e en 1228. Celle-ci est rapidement mise en difficulté par la rivalité entre l'empereur et le pape. Frédéric II évite alors les combats et préfère récupérer la ville sainte par la voie diplomatique, ce qu'il fait en 1229. Jérusalem redevient franque. L'empereur s'y fait rapidement couronner roi, avant de rentrer en Italie pour affronter le pape. Le royaume est laissé sans roi. Il y éclate une nouvelle guerre civile entre les soutiens de l'empereur et les barons francs locaux. Après 10 ans de conflit, ce sont bien ces derniers qui l'emportent. L'empereur ne sauvegarde que la cité de Tyr. Le royaume se retrouve plus ou moins sans chef et très divisé. Jérusalem est reprise dès 1244 par les musulmans et le bref passage de Louis IX avec la 7e croisade n'y change rien. Beybar, sultan mamelouk, profite de cette terrible désunion pour récupérer, une à une, les places fortes franques. Saint-Jean d'Acre, la capitale, tombe finalement en 1291. Avec elle, chute le dernier bastion du royaume de Jérusalem, tandis que les survivants fuient pour Chypre. C'est la fin des 4 États latins nés de la première croisade, mais ce n'est pas la fin de l'histoire des Francs en Orient. Déjà, des États latins, il y en a eu d'autres, plein d'autres. Certains sont nés et sont tombés avant même la chute de Jérusalem, mais d'autres sont fondés parfois longtemps après. Il y a un exemple qu'on a déjà abordé dans la vidéo, le royaume de Chypre. Fondé par Guy de Lusignan après la 3e croisade, il survit plusieurs siècles au milieu du monde musulman, après la chute de Jérusalem, voit se dérouler les conquêtes de Tamerlan et tomber Constantinople. Ce n'est même pas les Ottomans ou les Mamelouks qui mettent un terme à son histoire, c'est la République de Venise en 1489. Mais les croisades donnent naissance à d'autres états. Avec la 4e par exemple, c'est la Grèce qui se retrouve parsemée de comtés, de duchés et d'empires francs. Le plus connu, l'empire latin de Constantinople, tombe dès 1261, mais d'autres survivent bien plus longtemps. Le duché d'Athènes par exemple, tient jusqu'en 1458, en changeant d'allégeance et de suzerain au gré des invasions. Et puis, il y a aussi les états fondés directement par les ordres guerriers. Ainsi, les hospitaliers conquièrent l'île de Rhodes dès 1307 et y installent leur propre administration. De là, ils apportent leur soutien aux différentes croisades, sans trop inquiéter les pouvoirs musulmans, qui ont, à raison, plus à s'en faire des menaces venues de l'Est. Rhodes s'enrichit rapidement, en profitant de la chute des Templiers. Les hospitaliers transforment l'île en une véritable forteresse, et se dotent d'une flotte puissante, avec laquelle ils pratiquent la piraterie, s'attaquant principalement aux navires musulmans, mais pas que. Longtemps considérés comme un problème mineur, les hospitaliers échappent aux invasions ottomanes, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Mehmed II, et la chute de Constantinople. Ils subissent déjà un terrible siège en 1480, au cours duquel ils repoussent une armée ottomane de plus de 10 000 hommes. Puis un second en 1522, où, après 5 mois de combat, ils doivent céder face aux troupes de Soliman le Magnifique. Les hospitaliers obtiennent le droit de quitter l'île, en échange de leur reddition. Et, après plusieurs années d'errance, ils s'installent sur l'île de Malte, qui gouverneront jusqu'au passage de Bonaparte en 1798. Le dernier reliquat des États latins d'Orient vient de chuter. Merci à tous d'être restés jusque-là. La vidéo a été écrite avec l'aide de Thomas de la chaîne La Plume et l'Épée. Il vient de son côté de commencer une grosse série sur la vie de Bohémond de Tarente, l'un des chefs les plus connus de la première croisade. Je vous mets le lien en description. Si les croisades vous passionnent, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur la chaîne d'Hero.com, qui a dédié une grande série à la première croisade et ses personnages. Aussi, si ça vous intéresse, n'oubliez pas que vous avez un lien en description pour profiter de MyHeritage avec 14 jours d'essai gratuit. Et comme toujours, merci aux membres de la chaîne, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'histoire.